Donc pour cette deuxième leçon de géologie, nous allons parler des traces du passé mouvementé de la Terre. La Terre s'est donc formée il y a 4,56 giga-années, soit 4,56 milliards d'années globalement. À l'échelle de l'homme, les modifications ne se voient pas, sauf exception si on a un séisme ou une éruption volcanique, un phénomène extrêmement brutal qui se produirait. À l'échelle des temps géologiques, cette modification, elle est lente, très très lente, mais elle est continuelle. La lithosphère continentale, elle peut être jeune, mais également beaucoup plus ancienne. Elle peut atteindre des âges de plus de 4,2 giga-années pour les roches les plus anciennes datées, ces roches étant les gneiss d'Akasta au Canada. Ce sont des roches métamorphiques, ça signifie donc que les roches, les gneiss d'Akasta, c'était avant une autre roche. Donc, en fait, c'est encore plus vieux que 4,2 giga-années. Au passage, cette datation, on vous dit, elle a été faite par la méthode uranium-plomb. La lithosphère océanique, en comparaison, elle ne dépasse pas 200 millions d'années, ce qui fait qu'elle est très jeune. Vous avez ici la carte mondiale des domaines continentaux. Donc, vous voyez que vous avez une majorité, en fait, des domaines continentaux qui est extrêmement ancienne, hein, entre 1000 et 400 millions d'années. Donc, l'histoire, en fait, continentale est faite de ce que l'on appelle des cycles orogéniques. Alors, on appelle un cycle orogénique une succession d'événements amenant à la formation puis à la disparition d'une chaîne de montagnes, c'est-à-dire fracturation d'un continent, formation d'un océan, disparition de cet océan par subduction et enfin formation d'une chaîne de montagnes par collision avec, vous l'avez vu, éventuellement des lambeaux de lithosphère océanique qui remontent à la surface, donc les fameuses ophiolites. Donc, une ceinture orogénique, c'est l'ensemble des chaînes de montagnes formées lors d'une même orogenèse. Donc en fait, l'orogenèse alpine, par exemple, ne comprend pas uniquement les Alpes. Elle va comprendre également l'Atlas marocain, les Alpes européennes, France-Italie, l'Anatolie, le Caucase et même l'Himalaya. Toutes ces montagnes, toutes ces chaînes de montagnes ont globalement le même âge. Donc, vous allez avoir également, on l'a vu, des témoins de ces océans disparus. Donc ici, vous avez la carte, en fait, des Alpes avec la localisation du Chenaillé de Viso. Et ici, vous aurez normalement le Queyras qui est là dans le coin. Donc, les ophiolites du Chenaillé. Pourquoi ce sont des traces de cet océan disparu? Une ophiolite, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble formé de péridotites, de gabbro, de basalte et au-dessus de roches sédimentaires. Basalte, gabbro, péridotites sont des roches de la lithosphère océanique. Ces roches, elles ont été métamorphisées, c'est-à-dire qu'elles ont subi une transformation. Ici, on parle de métamorphisme hydrothermal parce que cette transformation s'est faite au contact de l'eau. Donc, le fait de retrouver des ophiolites donc type Chenaillé dans les Alpes ou dans toute autre chaîne de montagnes, évidemment, eh bien, montre l'existence d'un ancien océan. Ces ophiolites vont ensuite, plutôt la lithosphère océanique va disparaître. Cette lithosphère océanique disparaît par subduction. Dans certains cas, comme au niveau du Chenaillé, des lambeaux de la lithosphère vont être arrachés et vont être charriés, c'est-à-dire amenés en surface et ne vont pas subir la subduction. On parle alors de ce que l'on appelle l'obduction. C'est ainsi qu'on retrouve des fragments de lithosphère océanique au niveau des Alpes, par exemple. Vous avez vu ensuite dans le TP3 que on peut retrouver également des traces de la subduction.
Au niveau du massif du Queyras, les ophiolites vont être caractéristiques parce qu'elles se rapprochent des schistes bleus. On va noter la présence de glaucophane dans les gabbros. Et au niveau du viso, ces ophiolites, elles, vont être de type éclogite avec la présence de grenat et de jadéite. Schiste bleu et éclogite sont des roches, des faciès caractéristiques en fait de la subduction. Je vous invite à reprendre votre cours de l'année dernière. Donc, les roches vont subir cette subduction et dans certains cas, eh bien, des fragments de la lithosphère océanique qui ont subi la subduction vont être amenés à la surface parce que l'on appelle une exhumation. Un fragment remonte à la surface et c'est pour ça que l'on peut trouver en fait dans les Alpes des vestiges de ces roches de subduction. Donc, on va trouver en fait ces ophiolites, donc Chenaillé, Queyras, Viso, à la suture de la plaque européenne et de la plaque africaine, à la limite entre les deux. Et cela témoigne en fait de la fermeture de l'océan, donc ici de l'océan alpin. Donc, vous avez là la carte simplifiée des Alpes, hein, donc avec toute cette ceinture ici orogénique, hein, donc toute cette ceinture où vous allez retrouver en fait les différents types d'ophiolites. La collision continentale va suivre la subduction, la fermeture de l'océan. Donc on va avoir en fait collision entre les deux plaques et ça va entraîner des déformations de ces plaques. On a vu l'année dernière que les témoins vont être des plis, des failles inverses, des nappes de charriage. Ces structures vont être responsables de l'épaississement et du raccourcissement lithosphérique associé à cette formation de la chaîne de montagne. Vous avez ici donc les documents où je vous rappelle la structure des plis, failles, chevauchements, etc. Les témoins de la fracturation du continent, eh bien, vous allez avoir, en fait, ça, vous allez le retrouver à d'autres endroits au niveau des Alpes, au niveau du Taillefer et du Rochaille. Donc, vous allez retrouver ce que l'on appelle, en fait, les traces d'une marge passive. Une marge passive est caractérisée par la présence de failles normales, de blocs basculés, et de roches sédimentaires, donc je rappelle les synrifts, les post-rifts, qui se forment par sédimentation sur ces blocs. Donc, à partir du moment où dans un massif montagneux, vous retrouvez ce que l'on appelle une paléomarge, eh bien vous avez un témoin de la fragmentation, de la fracturation d'un continent, fracturation qui conduit à la formation d'un océan. Donc, dans le contexte de la divergence lithosphérique, donc quand un océan va se créer, vous allez avoir formation d'un domaine donc océanique. Ce domaine océanique va présenter donc une première étape. La première étape, c'est le rifting continental, avec la fracturation du continent, les blocs basculés, etc. Cependant, ce rifting est bien conduit à un amincissement progressif de la lithosphère continentale. Cet amincissement va être tel qu'à un moment, en fait, on va avoir une remontée de la sténosphère très importante et vous allez avoir formation d'une dorsale à l'aplomb de ce rift. Donc le magma va remonter, il va être chaud, léger et il va être à l'origine, en fait, et de la formation des basaltes et des gabbros. C'est ce que l'on appelle l'accrétion océanique. L'océan s'ouvre, donc le rifting continental s'arrête et l'extension ne se fait plus désormais que par que par la dorsale qui va faire l'accrétion océanique. Donc, vous
pourrez aller sur ce petit lien donc, qui vous fera un petit bilan animé sur le rifting. Enfin, et c'est ce que vous aurez à faire ensuite, les cycles orogéniques, eh bien, on les surnomme aussi les cycles de Wilson. Vous allez retrouver, en fait, dans ces cycles, à chaque fois, les mêmes étapes. Le supercontinent initial, la divergence lithosphérique, le rifting continental, l'océanisation, la convergence, la subduction, donc fermeture d'un océan, la convergence, la collision, formation de la chaîne de montagnes, et on revient à un supercontinent. Donc, vous allez avoir une petite activité à faire. Le dernier supercontinent, eh bien, c'était ici la Pangée. Et pour la petite histoire, peut-être que c'est ça la vraie histoire.